Bonsoir et bienvenue sur le rendez-vous le plus attendu de la semaine. Vous êtes bien sur le Grand Art. Plusieurs articulations vont nous accompagner pendant 90 minutes de plaisir et 90 minutes de bonheur. On aura la culture, on va faire un tour dans le sport. Mais avant, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Mais j'entends pas mon public qui est là. Et naturellement, je ne suis pas seule pour vous servir. Nous serons nombreux ici sur ce plateau. On aura Joël Banen qui va nous amener à la découverte. On ira également dans un autre domaine un peu plus compliqué. Ce sera le BuzzNet. Mais pourquoi ne pas prendre la littérature? Notre invité, le grand invité du Grand H ce matin, on sait très bien le sujet qui défraie la chronique au sujet au niveau de la littérature. On parle d'un livre qui, qui semblerait ne pas être très intéressant pour les élèves de 5e. Mais non, on a invité pour vous un écrivain, le grand Pabé Mongo. Mais on le reçoit juste après cette transition avec mon charmant public ce soir. Et justement, on va donc à la rencontre de Pabé Mongo. On sait il a plusieurs œuvres sur le marché actuellement. On connaît très bien Père Inconnu. Père Inconnu, moi je vais aller, pourquoi pas ouvrir la porte, hein? On me suivre avec le public. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le voilà. On accueille. Merci. Hop, 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 hop. Il a la démarche présidentielle. Allez, un bisou. Bonjour. Voilà. Voilà, prenez place. Et merci le public. Merci. Voilà, pendant que l'invité s'installe, Monsieur Pabé Mongo, on vous dit bonsoir et bienvenue sur le Grand H. Salut, merci, bonsoir à tout le monde. Comment était la semaine? Laborieuse, comme toujours, mais intéressante aussi. Intéressante, qu'est-ce qui aurait bien, ou bien je préfère dire quelle est l'actualité qui aurait marqué la semaine de Pabé Mongo? L'actualité, c'est que j'ai pris part à un événement d'une grande importance internationale pour la culture du Cameroun. Ça a été la décoration par le ministre des Arts et de la Culture de M. Pierre Marcel Fabre, qui ne doit rien vous dire, mais c'est un éditeur suisse qui va republier l'ouvrage du président pour le libéralisme communautaire. C'était un grand événement qui a réuni le Gotha de la ville de Yaoundé, et j'ai eu à y prendre la parole en tant que président de l'Association nationale des écrivains du Cameroun. Voilà, donc ça veut dire que vous ne vous êtes pas vraiment éloigné de votre champ lexical. On est resté dans l'écriture cette semaine. Exactement, c'est mon bonheur l'écriture. Voilà, justement, avant d'ouvrir la séance avec vous, pourquoi pas on va aller découvrir le personnage Pabé Mongo. Je vous invite, le public, les téléspectateurs et vous aussi, Monsieur Pabé. Juste derrière ce portrait, on aura un entretien particulier avec Monsieur Pabé Mongo. Où est mon public ce soir? De son vrai nom, Pascal Bokolo, Pabé Mongo a vu le jour le 6 juin 1948 à Doumé, localité de la région de l'Est Cameroun. C'est à l'école de la mission catholique de Doumé qu'il obtient son certificat d'études primaires et élémentaires en 1964.
qu'en 1980, Pascal Bekolo obtient son doctorat 3e cycle en littérature africaine, portant sur le nouveau roman africain. En 1982, il est promu secrétaire général du centre universitaire de Ngaoundéré. À partir de 1993, il occupe le poste de directeur des affaires administratives et financières de cette même institution. En tant qu'écrivain, son œuvre n'est pas des moindres. Pabé Mongo, enseignant de création et théorie littéraire, a à son actif plus d'une dizaine d'ouvrages littéraires dont les plus connus sont sans doute Un enfant comme les autres, premier chef-d'œuvre de l'homme, Tel père, quel fils, Père inconnu, tous inscrits au programme des lycées et collèges d'enseignement secondaire au Cameroun. Une dizaine de pièces de théâtre, notamment Le philosophe et le sorcier, La guerre des calebasses, Le roi des manchots, Le totem de plus, Innocence à Simba, Un récit de voyage, Le livre du monde, relatant un voyage en Chine traduit en chinois. Avec un tel déploiement, Pabé Mongo est à juste titre classé au nombre des auteurs les plus prolifiques du Cameroun, ce qui lui a permis de glaner d'innombrables prix sur la scène nationale et internationale. Le fils de Doumé, malgré sa vie de professionnel très bousculée, n'est pas resté à l'ombre de la vie artistique et associative. Il a été membre du conseil scientifique de l'Université des Mutants de Corée au Sénégal entre 1979 et 1981. Coordonnateur de l'Encyclopédie générale du Cameroun en 1980. Vice-président de l'Association des poètes et écrivains camerounais de 1981 à 1985. Membre du conseil d'administration de l'Académie internationale des arts et lettres de Paris depuis 1998. Président de l'Association des écrivains de langue française, section Afrique centrale depuis 2008. Le 7 novembre 2017, il est élu président de l'Association nationale des poètes et écrivains camerounais. Pascal Bekolo, professionnel digne d'éloge, citoyen fascinant. Il est l'incarnation parfaite de ce type d'icône que plusieurs autres générations respecteront et suivront. Pabé Mongo, un auteur à la plume leste. Un écrivain sans frein, un auteur à succès. Voilà, l'ambiance est super chaleureuse ici ce soir. J'espère que vous aussi à la maison, vous vous amusez bien, vous passez un bon moment. C'est 99 minutes de plaisir. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, Pabé Mongo, l'écrivain, le légendaire, il est sur ce plateau. Et je crois que le public aussi est intéressé par sa présence. Voilà, merci. Alors, on avait là en image votre portrait, Monsieur Pabé, et on remarque que c'est depuis beaucoup de temps que votre belle plume ne cesse de nous apporter de la joie, mais surtout de nous conseiller. On a bien envie de savoir comment est-ce que l'aventure a commencé. L'aventure commence dans les années 70. Oui. Alors que je fais le secondaire au collège de la Retraite, ici même à Yaoundé, venant de l'Est, de ma région de l'Est où je suis né. Et je suis parmi les premiers garçons qui entrent au collège de la Retraite, qui était initialement un collège dédié aux filles. Et alors, le collège avait un journal qui s'appelait Écho du foyer, dans lequel, qui avait une parution mensuelle. Et donc tout le monde y écrivait. Je vous rappelle que la directrice de cette publication, qui était une élève comme moi, de même classe, c'était Marie-Roger Biloa. Je cite ce nom parce qu'il doit pouvoir vous dire quelque chose. Vous savez qu'elle est devenue, ce qu'elle est devenue dans le monde du journal. Alors, j'écris des petites histoires de mon enfance, chaque mois, et puis, voilà, mais sans prétention de devenir auteur. Mais il se trouve que ce journal était lu par un illustre inconnu que nous ne savions pas, qui se trouvait en contrebas du collège de la Retraite au Carrefour Warda, aux éditions Clés. Monsieur Markov, le directeur des éditions Clés. Il s'intéresse à ces petites histoires de mon enfance, au Pan le Lièvre, le Bois, ma grand-mère, etc. Et à la fin de l'année, je faisais classe de première, il demande à la sœur directrice du collège de lui envoyer cet élève-là, qui écrit ces belles petites histoires. Donc je vais à ce rendez-vous, il me dit, c'est vous qui écrivez ça? Je lui dis, oui, monsieur. Et il me dit, mais vous n'aimeriez pas faire un livre? Je lui dis, mais
pourquoi pas, monsieur? Il dit, bon, voilà, vous avez écrit pendant l'année 9 histoires, c'est quand même un peu petit, profitez des vacances pour en ajouter, écrivez encore 3 ou 4 autres. Et à la fin des vacances, revenez me voir. Donc je passe mes vacances, n'est-ce pas, dans cette gloire déjà, puisque je savais que j'allais être publié. Et j'écris 4 ou 5 autres petites histoires qui tenaient en une page, hein, format A4, comme vous dites aujourd'hui. Et lorsque je reviens des vacances, il lit mes histoires, il dit, bon, on va faire un livre. Alors on va rassembler tout ça, essayer de trouver un titre. Un titre, je n'arrive pas. Et puis j'ai dit, mais un enfant comme les autres. Mais comme j'en avais parlé à mes camarades, on me dit, mais tu vas devenir écrivain. Trouve aussi un nom. Ne mets pas Pascal Bekolo, ça va être trop facile. Trouve un nom, parce qu'à l'époque, les écrivains, c'était comme toutes les vedettes, hein, on trouvait un nom. Donc j'ai dit, Pabé Mongo. Pascal Bekolo, Pabé, et Bekolo, Mongo, chez nous les petits. Et voilà donc, en classe de première, je deviens un écrivain. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus arrêté d'écrire. Oui, mais avant de revenir au niveau des écrivains et autres, vous avez dit, vous étiez dans un collège pour filles. Comment vous faites pour entrer dans un collège pour femmes? Est-ce que vous avez des soutanes? Exactement. Non, mais j'étais vêtu de robe. Oui. Parce que après mon BEPC, que j'ai fait à l'Est, à Doumé, plus précisément, j'ai comme une vocation religieuse. Je suis saisi d'une vocation religieuse. Je voudrais devenir frère des écoles chrétiennes, comme ceux qui m'enseignaient au collège de la Salle à Doumé. Et donc je passe à EFOC, donc je quitte le système de l'éducation normale. Je vais maintenant à EFOC dans un juvénat, au collège Jean 23. Donc je suis froqué, on me met le froc, c'est-à-dire l'habit des frères. En espérant que vous n'avez pas été très dangereux. Hein? Mais pas du tout. Donc je passe 2 années de juvénat, et puis après je vais au collège Vogt. Parce que c'est à Vogt qu'on avait des frères scolastiques, c'est-à-dire des frères qui portent la soutane, mais qui font encore des études. Mais à Vogt, le collège Vogt était un collège scientifique. On n'y faisait que les séries D et la série C. Et moi, j'étais disposé pour faire les lettres. Alors on me dit, mais celui-là, on va l'envoyer à la retraite, au collège de la retraite, qui était un collège de filles. Bon, je suppose que du fait que je portais la soutane, ça a rassuré les filles. Mais vous savez, l'habit ne fait pas. Le moins. Ah, donc voilà, vous avez fait votre personne. Non, non, écoutez, j'ai respecté mon statut jusqu'au bac, où j'ai quitté le collège pour l'université. Alors donc, si on veut bien comprendre avec les téléspectateurs, Pabé Mongo, c'est un pseudo. Exactement. Voilà, donc c'est un pseudo, c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disaient, Pabé Mongo, c'est un personnage imaginaire, hein, donc l'avoir en face comme ça fait quand même quelque chose de bien. Écoutez, mon nom c'est Pascal Bekolo Bekolo. Donc quand vous prenez les 2 premières syllabes de chaque nom, Pascal Bekolo, vous avez Pabé. Et le deuxième Bekolo, chez les petits, ça veut dire que vous êtes le fils de votre père, qui a le même nom. Alors après, donc vous êtes Mongo. Après la première écriture, ou bien la première sortie, le premier livre qui était la narration des histoires, on imagine quand même qu'aujourd'hui, sur la plage, vous avez tellement apporté à la littérature camerounaise et africaine. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits ouvrages comme ça? Ben après, je n'ai plus déposé la plume, c'est comme un virus qui se saisit de vous, qui s'empare de vous. Hein. Une fois que vous avez publié le premier livre, vous n'arrêtez plus. Après, j'ai écrit Innocenta Simba, La guerre des calebasses. Père inconnu. Alors, Père inconnu arrivera un peu tard. Vous savez, Père inconnu, je l'ai écrit en une journée. C'était comme un exercice de jonglage, n'est-ce pas, avec les lettres. Lorsque j'écrivais Père inconnu, en fait, j'imitais un écrivain. J'avais lu dans la biographie de Victor Hugo qu'il préparait ses livres, ses documents. Pour écrire ses livres, il préparait le plan et prenait les notes pendant longtemps. Et après, lorsqu'il écrivait, il s'enfermait dans son bureau avec sa cafetière et avec interdiction à ce qu'on lui rendait visite. Il pouvait rester donc dans son bureau pendant 1 semaine ou 1 mois si c'était nécessaire, jusqu'à ce qu'il sorte son ouvrage. Et donc je voulais voir en combien de temps moi je pouvais tenir
sur ma table de travail. Et finalement, je ne pouvais tenir qu'une journée parce qu'après, vous avez mal au dos et moi, j'avais faim et moi, je n'avais pas de cafetière. Et j'ai donc arrêté mon histoire à la fin de la journée et c'est devenu Père Inconnu. On va faire un petit exercice pour vous montrer à quel point l'Afrique vous aime. Si dans les salles, il y a des gens qui connaissent Père Inconnu, j'aimerais bien entendre des bouillies, pourquoi pas? Voilà, on a vraiment été bercé par ce livre, Père Inconnu. Et maintenant, on aimerait bien savoir d'où vous vient. La source d'inspiration, c'est laquelle? Alors, mon écriture a beaucoup évolué avec mon âge et puis et la société. Hein, dans ma bibliographie peut être classée. J'ai des ouvrages de jeunesse. Hein, j'en ai 3, un enfant comme les autres, mais avec aussi tel père, quel fils et Père Inconnu. Donc la source d'inspiration, c'est un peu la vie de l'enfance. Mon enfance, mais aussi les enfants qui m'entourent. Donc j'ai cette première source d'inspiration-là. Après, j'ai une source romanesque, j'ai écrit des romans, mais une trilogie. Là, c'est un exercice, j'allais dire, de professionnalisme, parce que j'ai écrit 3 romans dont les personnages principaux se suivent de père en fils. Okay. Le premier, c'est étant Bogam Whoop, que j'ai ici. Je peux? Oui, ça c'est le premier tome de cette trilogie-là, 3 romans de père en fils. Alors dans cet ouvrage, Bogam Whoop, d'abord Bogam Whoop, Whoop veut dire la chauve-souris. Hein? La chauve-souris, dans notre imaginaire, dans l'imaginaire Maka, oui, c'est un personnage un peu mythique, ambigu. Bien sûr, mais on va revenir sur la trilogie, certainement au courant de l'émission. Ça, c'est pas. On aimerait simplement avoir peut-être quelques titres. J'ai cette trilogie, Père Bogam Whoop, L'homme de la rue, Nos ancêtres les baobabs, c'est les romans. Après, j'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre. La guerre des calebasses, qui passe souvent à la télé d'ailleurs, Le philosophe et le sorcier, Le roi des manchots, Le communiqué, et j'en passe. Mais là, on peut dire que vous êtes une bibliothèque vivante. Hein, vraiment, je crois que vous aussi, vous êtes d'accord avec moi que c'est une bibliothèque vivante et que nous devons apprécier. Vous êtes une bibliothèque vivante. Est-ce que vous vous rendez compte que l'impact que vous pouvez avoir sur la société? Eh bien, oui, à force de retour de ce que je fais, parce que je travaille dans mon bureau, et puis finalement, je me rends compte, surtout par exemple, lorsque j'ai écrit cet ouvrage sur la Chine, il y a aussi un récit de voyage sur la Chine, c'est comme un mythe, n'est-ce pas, pour les écrivains, chaque fois. La plupart des écrivains, lorsqu'ils vont pour la première fois en Chine, ramènent toujours un livre. J'ai fait cet exercice-là, je suis allé en Chine plusieurs fois, mais le livre s'écrit à la première visite. J'ai écrit aussi un texte vraiment de théorie littéraire, alors la nouvelle littérature camerounaise. Ça fait que j'ai un spectre assez large dans mon imaginaire, et j'ai un retour d'écho de la société qui me rassure, puisque le succès, si je peux appeler ainsi, l'accueil de mes œuvres est aussi large. J'ai un accueil universitaire, j'ai un accueil scolaire, et puis j'ai l'accueil du grand public. Voilà, alors Monsieur Pabé, j'aimerais savoir, est-ce que la guerre mondiale, disons la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, vous aurait inspiré peut-être pour écrire et tout? Ah bon, je n'étais pas encore né. Ça je sais, ça c'est certain, mais l'histoire et les écrits, voilà, parfois peuvent nous inspirer. Non, je n'ai pas fait de la littérature historique. Il y a des auteurs qui se penchent, vous savez, pour écrire des romans historiques, comme on dit, c'est toute une étude, c'est comme une thèse. Il faut se documenter, puisqu'on n'était pas là. Donc vous prenez le temps, pendant une année ou deux, pour bien vous documenter sur la société camerounaise, au temps de la Première Guerre mondiale, 14-18, je connais ça. Et puis, vous interrogez les gens, vous faites tout un dossier, et à partir du dossier, vous inventez les personnages, vous compactez les personnages, vous créez un scénario, et puis vous vous mettez à écrire. Donc, c'est un squelette avec... Donc, c'est un travail un peu particulier.
Moi, j'ai une inspiration directe sur le vécu de Alors, moi j'aimerais par contre vous inviter, ou bien vous inviter peut-être à découvrir quelque chose, mais avant, la personne qui nous amènera à cette découverte, pourquoi pas faire venir cette personne sur le plateau? Est-ce que ça vous intéresse aussi? Mais pourquoi pas? Si le public est d'accord, on va recevoir Joël Banen. Joël qui va venir nous amener peut-être à la découverte de champs de tir. Et c'est à Niom, c'est à Yaoundé, c'est dans la capitale du Cameroun. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent que Yaoundé c'est la capitale du Cameroun naturellement. Mais à Niom, il y avait un champ de tir. Et je pense que nous irons donc à la découverte de ce champ de tir. Pourquoi pas par le canal de Joël? Est-ce que j'ai pas droit? Allez, attends, je te montre. Voilà, merci Joël, tu prends place sur notre plateau. Merci. Aïe, aïe. Alors nous allons, j'espère que tu vas bien d'ailleurs. Non, ça va, Super, parce que ça se voit, hein, ton entrée a été tellement dynamique. Ah bon, c'est normal. Le public aussi ne me démontrera pas. Alors, on va à la découverte d'un champ de tir à Niom. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement, Joël? Bon voilà, je dis d'abord un grand bonjour à Pabé Mongo. Bonjour. Bon, il est loin que j'ai lu ce bouquin-là, quand j'étais encore tout petit. Et ça me fait vraiment grand plaisir d'être en face du grand personnage. Merci. Encore merci, hein. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci de m'avoir lu. Voilà, pour revenir à toi, Merveille, il faut dire tout simplement que le Cameroun regorge de beaucoup de lieux, beaucoup de milieux. Et parmi ces milieux, donc, il y a ce quartier, le quartier où nous étions, c'est le quartier Kozoa. Bon, en fait, Kozoa, Niom, ce sont les quartiers qui sont limitrophes. Et dans ce quartier, justement, existait un champ, le champ de tir. C'est-à-dire les militaires venaient souvent faire des exercices à ce niveau. Et à un certain moment, il a fallu que l'État puisse intervenir, justement avec les pressions des populations pour pouvoir arrêter ce travail à ce niveau, afin que le champ a été déporté dans un autre milieu. C'est pour ça qu'il nous a donc poussé, c'est ce qui nous a poussé à aller à la rencontre, aller à la découverte de cet endroit, parce que beaucoup passent par là. Généralement, quand on parle de véhicules, on dit bon, qu'il y a un champ de tir, mais beaucoup ne savent même pas exactement où ça se trouve. L'histoire qui est derrière le champ de tir. C'est ce qui nous a un peu motivés à aller à la découverte de ce champ de tir. Alors, j'aimerais bien inviter le public, vous et chers téléspectateurs, à aller à la découverte de ce champ de tir sur le canal de Joël Banen. Bonjour fidèles téléspectateurs de Grand H et Sochou, bienvenue dans cette autre édition de la découverte. Nous sommes bel et bien dans ce quartier, le quartier Nkozoa, c'est un quartier de l'arrondissement de Yaoundé 1er. Et si nous sommes ici justement, c'est pour notre rubrique découverte. Vous regardez là, c'est un stade. Je me retrouve ici même dans un stade de football, on peut le remarquer. Mais en fait, il ne s'agit pas d'un stade auparavant. Nous aurons donc des informations plus amples tout à l'heure concernant cet endroit où nous trouvons en ce moment avec M. Abba Jean Dieudonné qui va nous donner des informations là-dessus. A tout de suite. Pas un terrain, ça devient un terrain de football apparemment. Ah, ça devient un terrain de football? Apparemment. Comment ça? Avant, c'était d'abord une goussaille.
la broussaille, il n'y avait qu'une piste qui venait ici. Les gens partaient faire des champs. Il y a eu une création du champ de tir. Champ de tir. Champ de tir. Comment ça, champ de tir? Le champ de tir, puisque aux environs ici de Yaoundé, il n'y avait que la forêt dispersée côté-ci de Kozoa. En Kozoa ici, on a donc créé un champ de tir. Avant ma naissance même. Au temps d'Amadou, le feu Amadou Aïchou. Les militaires quittaient même parfois Ngouaekele. Ah, le champ de tir, c'était pour les militaires. Les militaires. Ah, qui venaient s'entraîner ici. Oui, oui. Faire des exercices de tir. Oui. Ils venaient à pied. Les militaires se positionnaient ici en dirigeant leur tir vers le mont. Le mont Nyom. Mont Nyom. Bon, les autres, les amis qui n'étaient pas encore en position de faire le tir, et ils restaient là-bas envers le camion. Bon, et commençaient donc à faire des exercices de tir. Et ces tirs-là, bon, il y avait des compagnies. Ici à Yaoundé, le quartier général, le CFTA, la gendarmerie, la GP, et venaient toujours ici. C'était un grand champ de tir, mais chaque unité, c'était un grand champ de tir, puis ça n'existait plus. Depuis l'annulation de ce champ de tir, c'était vers les années, à l'approche des élections de 92, l'approche vers les années 90. Le lancement de grenades, parce qu'il y avait aussi le lancement de grenades, pas seulement le fusil. Ah bon? La grenade, c'est aussi une arme très dangereuse. C'est comme une petite boule de cailloux. En lâchant, si tu lâches comme ça, là, ça te coupe le bras. Il y a eu des militaires, comme l'ancien retraité militaire, colonel Fuller. Oui, qui existe encore à ce moment. Il est à l'ONACAM. Il y en a encore les grenades qui sont restées inertes. Ça n'avait pas tourné. Le secteur-ci, surtout au côté de la montagne, là, la grande montagne, colline, là, le mont-ci, il faut que les gens se mettent en garde. C'est une mise en garde. En construisant les maisons, ils ne doivent pas cogner les cailloux n'importe comment. Lorsque tu ressens une petite résistance, arrête, cherche à fouiller pour voir si c'est le caillou. Parce qu'il y a une différence. La grenade qui est enterrée, c'est comme une petite boule de lancer, qu'on lance le poids. Là. Lancer le poids comme on faisait à l'école primaire, là, même au collège. En voyant. Si vous voyez déjà cette couleur, méfiez-vous, cherchez à changer l'endroit. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous vous rendez certainement compte que 30 ans après, nous sommes toujours là bel et bien avec un secteur qui est miné, un secteur qui est en danger. Alors certes, c'est un champ de tir, un ancien champ de tir comme on le dit, mais c'est un secteur qui n'est pas encore totalement déminé. Nous avons justement l'occasion d'aller voir notre patriarche qui lui va un peu nous donner, parler de vos volets traditionnels de ce domaine où nous nous trouvons en ce moment. Lui, c'est M. Mvogo. On était là petit, on voyait les militaires venir faire des léons. Après un moment, les engins sont venus, on dit seulement que la colline appartient à l'État. Nous, on savait que l'arme c'était quoi. Moi, je ne suis pas technicien. S'il y a donc des choses comme ça, voilà tout mon terrain au niveau de la colline là. Je vais sortir le titre foncier, il n'y a pas moyen, c'est un terrain militaire. Les militaires, eux, ils n'ont même pas le terrain chez eux. Si on m'enlève d'ici, moi, je vais aller habiter où mes enfants. Je ne peux pas partir de Yaoundé premier pour qu'on aille me loger à Yokadouma ou à Melundu. Les réunions même que le sous-préfet pouvait venir faire, sensibiliser les gens, il n'y a pas eu. Il n'y en avait pas eu. Bon, à l'époque, qu'est-ce que tu pouvais faire contre le militaire? Je suis neveu, je suis chef d'un Kozoa. Et ma grand-mère aussi de Tchingala, après un Kozoa. Et mon village, c'est Agnon. Là où nous nous trouvons, là où il y avait le champ de tir, c'est le terrain des Eteba. Toute la vallée jusqu'à Olembe. Donc, les militaires tiraient ici, tournant le dos vers la route, il va au Bala. Puisqu'ils ne savaient pas qu'il y avait des populations de l'autre côté.
Et de ce côté, c'est le village de Nyom 2. Toute la vallée ici appartient aux Eteba. Vous allez trouver donc les populations Eteba en Kozwa. Certains Eteba sont en Kozwa, d'autres en Nyom. Donc c'est les populations de Nyom qui étaient victimes du champ de tir. Tous ces terrains ont parlé à plus de 64 hectares que le champ de tir devait englober. Les populations n'ont pas été on n'a pas désintéressé les populations. Si bien que le passage des engins, si ça passe dans ta cacahuère, dans ton champ de vivrier, c'est là où on donnait quelque chose aux gens. Alors toutes ces terres. Et moi c'est regrettable que le champ de tir fini, ça reste comme ça. Même un lycée technique, on pouvait en créer ici. Ça allait desservir Nkozwa, Lembe, Nyom et les villages voisins. Ce terrain n'est même pas un peu accidenté. C'est même ça qui solidifie la fondation d'une maison. Ça, c'est pas la pierre, c'est une fausse pierre. En patois, nous, on appelle ça écoque. Si vous venez avec la masse, là, vous cassez ça rapidement. Donc, c'est même un bon terrain pour les constructions. Voilà, fidèles téléspectateurs de Grand H, j'espère cependant que vous avez été édifiés par tout ce qui vous a été donné tout à l'heure là comme information en ce qui concerne naturellement le stade où nous trouvons en ce moment, qui, autant jadis, fut un grand champ de tir. Les militaires venaient faire des exercices d'armes ici même, avec bien sûr des pièces à conviction. Voilà des balles que nous avons pu retrouver qui démontrent à suffisance que c'était bel et bien un champ de tir. Merci déjà à Papa Vogo, merci également à cet ancien militaire, monsieur Jean Dieudonné, qui nous ont apporté des éclairages. On se donne certainement rendez-vous voilà, pour une autre édition dans une autre rubrique. Ciao, bye bye.